Année 1970. Une ville industrielle dans la partie centrale de la Russie. La maternité attachée à l'hôpital de l'usine, une chambre pour 6 personnes, le printemps à la fenêtre. Tu nais dans une famille honnête. Retiens ce mot, honnête. Il te poursuivra toute ta vie. D'abord comme une fierté, puis comme une malédiction, puis comme un ridicule. Ton père est tourneur dans une usine de construction mécanique. Les mains couvertes de callosité, le dos courbé à force de se tenir devant la machine, les yeux fatigués après les nuits de travail. Il travaille honnêtement, il ne vole pas, ne sort rien clandestinement, ne fait pas d'accords illégaux, il travaille simplement. Ta mère est infirmière dans une polyclinique du district. Des gardes de nuit, un salaire dérisoire, elle est toujours épuisée. Elle aussi est honnête. Elle ne prend rien des patients, même si tout le monde autour le fait. Ils sont honnêtes, ils sont droits, ils sont pauvres. Un appartement 2 pièces dans un immeuble Khrouchtchev, 44 mètres carrés. Des meubles achetés en seconde main, avec des éraflures et une histoire, des vêtements récupérés auprès des enfants plus âgés des voisins. Des vacances à la datcha de la grand-mère, pas à la mer. Ton père dit souvent « L'important c'est de vivre selon la conscience, de ne pas prendre ce qui n'est pas à nous, de travailler honnêtement. Alors tout ira bien. » Tu acquiesces, tu crois, pour l'instant. Conditions de départ. Père, tourneur, 180 roubles par mois. Mère, infirmière, 120 roubles. Logement, appartement 2 pièces dans un Khrouchtchev. Valeur familiale, honnêteté, travail, conscience. Résultat financier de l'honnêteté, la pauvreté. Année 1975. Tu as 5 ans, tu ne comprends pas encore beaucoup de choses, mais tu remarques déjà. Chez les voisins dans le couloir, il y a un téléviseur couleur. Chez vous, un appareil en noir et blanc avec des parasites. Chez les voisins, un nouveau réfrigérateur, grand. Chez vous, un vieux qui gronde la nuit. Chez les voisins, un tapis sur le mur, beau, avec des cerfs. Chez vous, des papiers peints qui se décollent dans les angles. Tu demandes à ta mère pourquoi eux ont mieux. Elle répond « Le père de leur famille travaille dans un entrepôt, il vole probablement. Nous ne pouvons pas faire ça, nous sommes honnêtes. » Tu retiens « Ils volent, ils vivent mieux. Les honnêtes vivent moins bien. » Une étrange mathématique. Année 1980. Tu as 10 ans, tu es à l'école, en 3e année. Tu ne remarques plus seulement la différence, tu l'analyses. Sergueï, de la classe parallèle, son père est directeur d'un magasin alimentaire. Sergueï a de vrais jeans, des baskets Adidas, du chewing-gum Turbo, des feutres importés. Toi, tu portes des pantalons qui venaient de l'aîné des enfants des voisins. Tes chaussures sont soviétiques, 2 tailles trop grandes pour grandir dedans. Tes crayons sont ordinaires. On aime Sergueï. Autour de lui, il y a toujours une bande. Il distribue du chewing-gum mais ne laisse pas jouer avec ses feutres. Tu regardes de loin. Ton père apprend l'histoire du directeur du magasin et se plisse le visage avec dédain. C'est un escroc. Tous ces commerçants volent, mais rien, ils finissent mal. Ta mère acquiesce. Tu te tais. Tu regardes Sergueï dans ses jeans et toi dans tes pantalons retaillés. Tu vois, l'escroc a tout, les honnêtes n'ont rien. Année 1984. Tu as 14 ans. Tu es un adolescent soviétique ordinaire, mais avec des pensées très inhabituelles. Tu observes les gens qui ont de l'argent. Le directeur des magasins, les responsables des magasins spécialisés, les chefs des services d'approvisionnement. Ils vivent bien. Mais au-dessus d'eux, il y a d'autres personnes, celles qui contrôlent, celles qui peuvent t'envoyer en prison ou fermer les yeux, ceux devant qui même les directeurs s'inclinent. Des gens en uniforme, des procureurs, des enquêteurs, la police, le système. Tu comprends, on peut voler comme le directeur de magasin, ou on peut contrôler ceux qui volent. La deuxième option est plus sûre et plus rentable. Tu décides, tu seras dans le système. Ni sous lui, ni à côté, à l'intérieur. Là où les décisions sont prises. Là où l'on peut classer une affaire ou la mener jusqu'au procès. Année 1987. Tu as 17 ans.
Tu termines l'école, tu n'es pas un excellent élève, mais un bon élève solide. Tu postules à la faculté de droit de l'université régionale. Tu passes les examens honnêtement, pour l'instant honnêtement. Tu as assez de points pour être admis en formation gratuite, tu es accepté. Ton père rayonne de fierté. Mon fils, futur juriste, défendra la loi, luttera contre la criminalité, l'honneur de la famille. Tu souris et acquiesces. Tu comprends déjà ce que ton père n'a pas compris en toute sa vie. La loi est un outil, un marteau, une hache. La question est seulement de savoir dans quelle main elle se trouve et contre qui elle frappe. En première année, tu pèses 68 kg, maigre, affamé, en colère. La colère est ton carburant, la pauvreté ta motivation. Tu seras quelqu'un d'autre. Année 1991. Tu termines la faculté de droit. 5 années d'études, un diplôme avec mention. Tu t'es appliqué non par amour du droit, mais parce que tu comprenais, c'est un sésame pour entrer dans le système. L'URSS s'effondre. Autour, c'est le chaos, les files d'attente, l'incertitude. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Toi, tu comprends, dans le chaos, il y a des opportunités. Dans le nouveau système, on a besoin de nouvelles personnes. Tu seras l'une d'elles. Tu es affecté à la procureure générale du district, assistant du procureur, poste de débutant, salaire dérisoire, un bureau exigu. Une table partagée par tout le monde, mais tu es dedans, tu fais partie du système. Année 1992. Tu as 22 ans, première année de travail. Tu es jeune, affamé, naïf, mais les yeux ouverts. Tu vois comment les choses fonctionnent. La procureure générale du district est un bâtiment de 3 étages de style stalinien avec un enduit écaillé. Les bureaux sont petits, les meubles sont soviétiques, il n'y a pas encore d'ordinateur, tout se fait sur papier, des machines à écrire, des dossiers, des archives. Tu travailles pour 3. Tu arrives le premier, tu pars le dernier. Tu étudies les dossiers, tu lis les lois, tu rédiges des ordonnances. Tu veux être un bon procureur, pour l'instant tu le veux. Premier dossier sérieux. Un entrepreneur, commerce illégal, violation d'un article quelconque. Tout est évident. Les preuves sont rassemblées, la sanction est claire. Un dossier classique, ouvert, instruit, transmis au tribunal, condamnation prononcée. Ton chef, Ivan Semyonovitch, procureur du district, 55 ans, cheveux gris, avec une petite bedaine et une montre en or. Il travaille ici depuis 20 ans, il connaît tout le monde et tout. Des gens en costume cher viennent le voir, ils s'asseyent derrière des portes closes, ils repartent contents. Il t'appelle dans son bureau. Sur la table, il y a du cognac, des bonbons, des fruits. Il se sert, ne t'en propose pas. Ferme ce dossier, dit-il. Tout est déjà réglé. Tu ne comprends pas comment le fermer. Il y a bien une infraction, il y a des preuves. Il te regarde comme si tu étais un enfant. Ferme, je te dis. Ce n'est pas à toi de réfléchir. Fais ce qu'on te dit et tout ira bien. Tu fermes le dossier, tu trouves des irrégularités procédurales, tu rédiges une ordonnance, tu signes. L'entrepreneur est libéré. Le soir, Ivan Semyonovitch te tape sur l'épaule et glisse discrètement une enveloppe dans ta poche. À la maison, tu ouvres 10 000 roubles. Ton salaire mensuel est de 3 000. Tu ne dors pas de toute la nuit. Tu regardes l'enveloppe, tu penses à ton père qui a travaillé toute sa vie pour des centimes, tu penses à ta mère qui n'a jamais vu autant d'argent en une fois. Au matin, tu prends une décision. Tu rends l'enveloppe à Ivan Semyonovitch et tu dis « Désolé, je ne peux pas faire ça, je veux travailler honnêtement. » Il te regarde longuement, puis sourit avec ironie. « Bien, on verra combien de temps ça tiendra. » Première tentation. Montant 10 000 roubles. Salaire mensuel 3 000. Rapport 3 pour 1. Décision refus. Raison les restes de la conscience. Durée de la conscience 3 ans. Pendant 3 ans, tu tiens bon, tu travailles honnêtement, tu gagnes des centimes. Tes collègues te regardent avec perplexité. Qui est cet étrange type qui ne prend rien? La hiérarchie te considère avec méfiance. N'est-il pas un mouchard? Tu vis dans une chambre en commun, tu prends le bus, tu manges à la cantine. Autour de toi, des gens avec les mêmes postes ont des voitures, des appartements, des datchas. Tu comprends d'où tout cela vient. Pour l'instant, tu tiens. Année 1995. Tu as 25 ans. Mars. Un coup de fil de ta mère. Viens, ton père va mal. Tu pars. Ton père est à l'hôpital du district, sur un brancard dans le couloir. Les chambres sont surchargées. Infarctus. L'ambulance a mis 40 minutes à arriver. Une seule équipe pour tout le district. Le médicament nécessaire n'est pas disponible. Il n'a pas été livré.
Ton père meurt 2 jours plus tard. Il avait 53 ans. Il a travaillé honnêtement toute sa vie. Il n'a volé ni un rouble, n'a accepté ni un kopek. Il meurt dans le couloir d'un hôpital de district. Pour les obsèques, il n'y a pas assez d'argent. Ta mère emprunte aux voisins. Le cercueil est le moins cher possible. Le repas funéraire a lieu dans l'appartement, sur des tabourets. Tu te tiens au-dessus du cercueil. Tu regardes ton père, ses mains usées par le travail, son visage honnête. Et tu comprends avec une clarté absolue. Voilà le prix de l'honnêteté. Une mort pauvre après une vie pauvre. Ni argent, ni aide, ni reconnaissance. Seulement le couloir de l'hôpital et un cercueil bon marché. À la réception funéraire, Ivan Semionovitch arrive. Il te prend à l'écart et dit doucement : « Je comprends ce que tu ressens maintenant. Tu voulais vivre correctement, comme ton père, mais regarde où cela mène. Veux-tu finir comme lui ? » Tu te tais. Il continue. Réfléchis. L'offre est toujours valable. Tu es compétent. Tu n'as pas besoin d'être pauvre. Il s'en va. Tu restes. Une semaine après les obsèques, un nouveau dossier. Un entrepreneur, quelques violations. Rien de grave. Un homme vient te voir, se présente comme avocat, pose une enveloppe sur la table, dit « pour une compréhension de la situation » et s'en va. Tu regardes l'enveloppe sans l'ouvrir. Tu sais déjà ce qu'il y a dedans. 50 000 roubles. C'est ton salaire pour 6 mois. Les obsèques de ton père ont coûté 20 000 empruntés aux voisins. Tu penses à ton père, à son honnêteté, à sa mort, à ta mère qui reste seule avec une maigre pension. Tu prends l'enveloppe, tu fermes le dossier. Le soir, Ivan Semionovitch hoche la tête. Bienvenue dans le système. Tu pèses 78 kg. Tu commences à manger pour faire face au stress. Ce n'est que le début. Année 1996 à 1999. Tu as compris les règles, maintenant tu joues. Les dossiers se divisent en 2 types, ceux pour lesquels on paie et ceux qui sont gratuits. Si on t'a payé, tu trouves un motif pour classer le dossier. Irrégularité procédurale, preuves insuffisantes, délai expiré. On trouve toujours quelque chose. Si on ne t'a pas payé, tu cherches à faire parvenir le dossier au tribunal. Même si les preuves sont faibles, on peut toujours trouver quelque chose à creuser. Des avocats, des intermédiaires, parfois les intéressés eux-mêmes viennent te voir. Ils paient, tu règles les problèmes. Tout le monde est content. La hiérarchie n'est pas contre, elle reçoit sa part. Tu as remis à Ivan Semionovitch un tiers de la première somme illicite. Il a acquiescé avec approbation. Maintenant, c'est un système. Tu gagnes, tu partages avec la hiérarchie, tout est sous contrôle. À 29 ans, tu es assistant principal du procureur. Le salaire officiel a légèrement augmenté. Le revenu non officiel est 20 fois plus élevé. Tu as acheté une voiture, d'occasion mais décente. Tu loues un appartement plus confortable, tu aides ta mère. Elle pense que tu as simplement eu une augmentation. Tu pèses 85 kg. Un petit ventre commence à se former. Bonne nourriture, alcool avec les personnes influentes, un travail.